Donc nous allons écouter Guillaume Sarrat, qui est chargé de recherche au centre Ernest Babelon, qui est une composante de l'IRAMAT, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux. Ce centre, il en est également le directeur adjoint. Il est spécialisé dans les analyses des monnaies. Il a aussi d'autres cordes à son arc. C'est un numismate, on peut le dire. Il s'intéresse à la période médiévale, comme vous allez le voir. Il était plutôt axé sur le haut Moyen-Âge, mais je vois qu'il y a des glissements vers des périodes plus récentes. Et puis, ce qui apparaîtra peut-être un peu moins aussi dans son discours, c'est un homme de terrain avec qui je travaille fréquemment depuis de nombreuses années sur différents chantiers. Donc, je te laisse la parole et tu complètes. Oui, je vais apporter quelques mots pour compléter, puis aussi pour introduire mon propos. En préambule, je remercie les organisateurs du séminaire de m'avoir proposé d'intervenir, donner la parole. Vous souhaitez que je m'asseye pour le cadrage? Non, vous pouvez. Ok. Pardon. Et donc, en discutant avec Florian, j'ai choisi de vous proposer cette étude. Alors, ce sera le résultat de travaux qui sont encore en cours, sur lesquels on a un certain nombre d'éléments assez probants, donc il y a des choses à présenter. Mais on est encore en réflexion sur un certain nombre de questionnements. Donc, c'est aussi l'occasion, ce type de séminaire, d'avoir l'avis de spécialistes d'autres disciplines, et puis d'échanger, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé pour répondre à ces problématiques. Donc voilà, je le vois aussi comme une occasion d'échange sur les questions que je me pose. Donc dans cette présentation que j'ai intitulée d'argent et de laiton, les monnayages d'époque féodale ou de singuliers alliages, donc on comprend bien qu'il va y avoir de la métallurgie, puisqu'on parle d'argent, de laiton et d'alliage. Et puis ma spécialité, comme Florian l'a fait remarquer, c'est d'étudier le mobilier métallique d'époque médiévale. Alors très souvent l'argent et plutôt la monnaie, à travers les analyses de composition. Ça c'est ma spécialité initiale, mais également à travers une approche métallurgique. Et on va voir les questionnements métallurgiques que posent les résultats des analyses que l'on a sur les monnayages de cette période. Donc je vais faire des petits points à la fois sur les caractéristiques numismatiques des monnaies de cette période, parce que je ne pense pas que tout le monde soit au point sur les monnayages des 10e, 11e siècles, et puis de même sur les aspects métallurgiques, je vais faire des petits rappels. Alors pour ceux qui sont déjà bien renseignés là-dessus, ce sera peut-être un petit peu superflu, mais je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, et puis ensuite on verra des cas d'études pour compléter le propos. Bien évidemment, je pense qu'il y aura un temps de discussion à la fin, mais si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires au cours de l'exposé, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions en cours de route. Donc pourquoi va-t-on en premier lieu réaliser des analyses élémentaires de composition de monnaie? C'est une bonne question. Alors ça a commencé assez tôt. Les plus anciennes analyses chimiques de monnaie datent de la fin du XVIIIe siècle. C'était à l'époque des analyses destructrices, où on allait couper une partie de la monnaie, ou même détruire la monnaie entière. Heureusement, les méthodes ont évolué, et maintenant on peut faire ça dans une démarche complètement non destructive, ou quasiment non destructive, ça dépend des méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces aspects, mais pour schématiser, c'est peut-être un petit peu simplifié, mais j'ai essayé de présenter ça de manière assez compréhensible, et pour que ce soit facile à se souvenir. Donc on va déterminer des informations de nature. La première, c'est le titre, c'est-à-dire la teneur en métal précieux de la monnaie, ce qui lui confère sa valeur intrinsèque. Dans ce que j'étudie là, ce sont des monnaies d'argent, donc c'est le titre d'argent, le pourcentage de métal précieux, et on va voir qui va être variable en fonction des monnaies étudiées, et ça c'est une information historique intéressante, puisque pour ces périodes-là, on n'a pas de comptabilité ou de préconisation par l'autorité émettrice qui nous dit on va frapper la monnaie à tel taux de métal fin. Et donc en étudiant ce titre de métal précieux, on va pouvoir examiner son évolution au cours du temps pour un même atelier ou pour une même entité politique. Donc ça nous donne des informations sur les politiques monétaires menées par les souverains ou les princes de ces époques.
On va également pouvoir faire des comparaisons entre les ateliers dans différentes principautés, également les ateliers monétaires qui sont situés dans une même principauté, pour voir si tout le monde respecte la législation ou s'il y a des fraudes éventuellement dans certains ateliers. On peut aussi examiner ça à travers les liens qu'ont les différents représentants du pouvoir ou les différentes entités de pouvoir pour voir comment elles se comportent dans ce cadre de fabrication monétaire. Et puis il y a quelque chose de plus que l'on peut faire, c'est l'identification des faux et des imitations, donc des faux modernes qui sont destinés à tromper les collectionneurs. Donc ça, on va en trouver dans les collections. Évidemment, on n'en trouve pas dans les trésors anciens. Par contre, ce qu'on peut retrouver dans les trésors anciens ou dans les découvertes anciennes, ce sont des monnaies d'imitation, donc des monnaies qui ont été fabriquées à l'époque de la circulation du type monétaire repris, mais qui se sont altérées d'une manière différente. Et alors parfois, ça va être visible à l'examen de la monnaie à l'œil, mais parfois, c'est seulement l'analyse qui va permettre de le révéler. Et puis, donc, le deuxième aspect des analyses élémentaires de composition, c'est ce qu'on appelle les éléments mineurs et traces. En gros, c'est les impuretés qui étaient contenues dans les métaux qui ont été mélangés pour fabriquer les monnaies, puisque contrairement à d'autres périodes où on va fabriquer des monnaies avec du métal pur, je mets pur entre guillemets, parce que c'est une notion qui est assez difficile à déterminer pour des contextes métallurgiques que l'on connaît assez mal, mais en tout cas, il y a toujours des éléments qui sont présents dans des toutes petites quantités, qui étaient contenus dans les minerais initialement traités, et donc au fil des refontes, ou même directement après la production de métal, on va avoir ces éléments présents à l'état de traces, et en les dosant, on peut avoir accès à certaines informations. Alors, souvent là, ça ne va pas être des traces, mais des éléments mineurs qui vont être intéressants, c'est l'étain et le laiton, qui vont nous indiquer la nature de l'alliage cuivreux qui a été ajouté à l'argent, puisqu'on n'a pas de l'argent pur, c'est de l'argent allié, avec toujours une proportion de cuivre ou d'alliage cuivreux qui va être variable. Ça, on va y revenir, parce que c'est le point central de l'exposé que je vous propose. Et puis également, en allant voir d'autres éléments, donc là plutôt des éléments traces, des toutes petites quantités, on va pouvoir identifier différencier des stocks de métal différents. Là, on n'est pas encore au stade de déterminer la provenance du métal. Par contre, entre deux ateliers ou au sein d'un même atelier, mais à plusieurs moments différents, on va identifier des éléments traces caractéristiques qui vont permettre de dire qu'il n'y a pas de continuité dans l'utilisation d'un stock d'argent pour fabriquer les monnaies. C'est une information intéressante, mais on espère souvent aller plus loin. C'est rarement le cas. Il faut qu'il y ait vraiment des conditions favorables pour le déterminer. Mais grâce à ce type d'analyse, et puis avec éventuellement l'appui d'autres types d'analyses, on va parler d'analyse isotopique, des rapports isotopiques du plomb, qui vont pouvoir compléter cette signature géochimique de l'argent. On va pouvoir, dans certains cas, déterminer la provenance de l'argent. Là encore, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là, mais il faut contextualiser et regarder si, historiquement, géologiquement, on a cette possibilité d'exploitation d'une ressource minière dans une zone donnée, à une époque donnée, et si les indices que l'on a à travers les analyses sont cohérents avec le contexte historique d'exploitation des ressources minérales. Donc c'est sans arrêt des allers-retours entre l'archéométrie, donc plutôt la chimie analytique, la numismatique, l'étude des monnaies, et puis aussi l'histoire et l'histoire économique, mais aussi l'histoire de l'exploitation des ressources minérales à travers les mines qui étaient connues pour les époques que l'on étudie. Quelques grandes généralités sur les monnaies des 10e et 11e siècles. Donc c'est une période qui est un petit peu particulière, puisque donc on est dans ce qu'on appelle, de manière peut-être un petit peu simpliste, la période féodale, avec des frappes monétaires d'initiative locale. Auparavant, à l'époque carolingienne, on avait une frappe qui était sous la responsabilité des comtes, certes, qui était faite localement, mais qui était réalisée par délégation. Là, dorénavant, on a des monnaies qui sont frappées à l'initiative des princes territoriaux ou des évêques,
ou des abbés, mais c'est une initiative qui est locale. Donc chacun prend l'initiative de frapper sa propre monnaie avec une typologie qu'il détermine et avec des caractéristiques de composition qu'il détermine. Il n'y a plus une autorité supérieure qui vient dire à chaque compte de frapper des monnaies d'un certain type et avec certaines caractéristiques d'alliage. Ce qui fait que, contrairement aux époques antérieures où on avait une typologie qui était identique pour l'ensemble d'un territoire, typiquement les monnaies de Charlemagne sur une grande partie de l'Europe occidentale, on avait la même typologie, à ceci près qu'il y avait le nom de l'atelier qui était indiqué et qui était différent évidemment en fonction des lieux de production, mais toutes les monnaies avaient la même typologie et les mêmes caractéristiques de composition. Là, on va avoir des différences entre les principautés qui vont être voisines les unes des autres. C'est ce qui caractérise cette période. Et puis, quand on étudie cette période, on est amené à aborder ce qu'on appelle le phénomène des immobilisations. Ce phénomène des immobilisations, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, il y a une typologie qui a été mise en place dans une principauté qui va être poursuivie pendant plusieurs décennies, voire un siècle, voire 2 siècles. Si bien que quand on étudie une monnaie dans une collection pour laquelle on n'a pas de contexte de découverte, elle peut avoir été frappée peut-être en 940 ou en 1020 ou en 1080. Donc, on a des grandes difficultés de datation pour ces monnaies, contrairement, là je fais encore une opposition avec la période carolingienne pour laquelle on a des périodes d'émission qui sont très bien définies et on sait qu'une monnaie de Charlemagne de tel type, elle est frappée à quelques années près ou 2 décennies près, mais jamais plus. Là, on a une incertitude qui est beaucoup plus grande et donc des difficultés pour replacer ces monnaies dans des séries chronotypologiques, donc il y a un travail numismatique préalable qui est beaucoup plus important. Donc difficulté de datation, je l'ai dit, l'importance de la prise en compte de monnaies issues de trésors, puisque dans les trésors, on va ressembler des assemblages de monnaies qui ont différentes origines. Alors elles ne sont pas toutes exactement de la même date, mais en tout cas, on a un moment qui est fixé par la date d'enfouissement proposée pour le trésor, et qui nous dit que toutes les monnaies sont antérieures à cette date. Ensuite, en multipliant les études de monnaies issues de ces ensembles, on peut essayer de replacer les monnaies les unes par rapport aux autres, et de voir quelles sont les plus anciennes, quelles sont les plus récentes, et une fois qu'on fait les analyses, de voir les évolutions de composition des alliages monétaires. Et puis, très schématiquement, il y a une tendance générale, alors c'est évidemment, il y a des inflexions, c'est pas aussi simple que ça, mais on a une tendance générale qui se fait à ce que les types et les légendes de ces monnaies soient de plus en plus simplifiées, avec de plus en plus de lettres manquantes, d'erreurs, de lettres renversées, et puis également un déclin pondéral. Et on va voir ce qu'il en est sur le titre d'argent. Donc déjà quelques grandes tendances sur la composition des alliages. Donc on a une baisse globale du titre, ça c'est quelque chose qui était connu avant que je m'intéresse à ce sujet. On va voir que c'est confirmé pour toutes les principautés que j'ai étudiées. On va vers le bon argent, alors on n'est pas à 100% d'argent, mais on était autour de 90-95% d'argent, vers ce qu'on appelle le billon, donc un alliage qui contient, grosso modo, autour de l'an 1000, davantage de cuivre que d'argent. Ça reste des monnaies dites d'argent, parce que la valeur de la monnaie est conférée par l'argent, mais pondéralement, c'est le cuivre qui l'emporte sur l'argent. Et puis cette période, dernière chose, elle est caractérisée par ce qu'on a appelé le phénomène du zinc, je l'ai repris de cette manière, parce que c'est assez parlant, c'est-à-dire que on va voir baisser le titre de ces monnaies au fil du temps, et puis on va voir apparaître un élément caractéristique qui est le zinc. Et on va voir les implications que ça a à la fois sur le plan métallurgique et sur le plan économique, d'avoir ce phénomène du zinc qui intervient. Petit historique sur ce phénomène du zinc. J'ai pris 2 grandes publications emblématiques sur ce sujet, il y en a quelques autres, mais là on a vraiment les deux points les plus importants. Pour ce qui concerne la France, un article de Marc Dompère et Maria Guerra publié en 2000, analyse de monnaie française du XIe siècle, en réalité c'est aussi sur le Xe, avec 162 monnaies de ces 2 siècles qui ont été analysées, principalement sur les 4 régions citées, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne et l'Île-de-France, donc une zone assez bien délimitée.
et les auteurs ont relevé la présence significative de zinc dans les monnaies à partir de la seconde moitié du Xe siècle. Donc voilà le point où on en était avant que je m'intéresse à ces questions-là pour la France. Et puis là, je les cite parce que c'est quelque chose qui est assez marquant et qui reste juste. Donc il faut retenir l'existence d'une tradition d'altération de l'argent par ajout de laiton plutôt que de cuivre pur. Cette idée de tradition, elle est intéressante parce qu'on est dans des contextes qui sont assez différents les uns des autres, des entités politiques qui sont séparées, et malgré tout, on a cette pratique que l'on retrouve dans les différentes principautés étudiées. Il est intéressant de relever que ce phénomène du zinc, on va aussi le retrouver en Angleterre. Donc là, c'est une étude de David Metcalfe et Peter Northover, 1986, donc ils ont étudié ça depuis assez longtemps, sur les monnaies anglo-saxonnes de la période. Alors là encore, ça commence un petit peu avant la réforme d'Edgar de 973, ça commence plutôt dans le Xe siècle jusqu'en 1066 et la conquête normande. Donc 239 monnaies analysées sur une période qui est relativement longue, donc il faut voir comment ça se répartit, mais on observe des choses assez similaires, et là encore une citation que je trouvais assez parlante sur les résultats de leur étude. It is remarkable that the monnayers working independently in many different boroughs should have conformed consistently to the policy of adding some brass. Donc des monnayeurs qui travaillaient de manière indépendante dans des entités qui étaient différentes, se sont conformés d'une certaine manière à la règle, l'usage d'ajouter du laiton et non du cuivre à leurs alliages monétaires. Bon, ça interpelle, en tout cas, peut-être pas encore pour vous, mais on va voir pour quelles raisons d'utiliser du laiton plutôt que du cuivre pour abaisser le titre des monnaies. Des conclusions qui peuvent être tirées de ces études passées, c'est que dans plusieurs espaces continentaux et insulaires, par la suite on va se concentrer sur les espaces continentaux et grosso modo la France actuelle, mais on a des indices qui montrent que c'était le cas aussi en Angleterre, quelques mentions aussi pour l'Allemagne, que j'ai pas mentionné, mais qui montrent qu'il y avait une pratique généralisée en Europe occidentale. Donc dans plusieurs espaces continentaux et insulaires, dans des cadres de production monétaire non centralisés, on n'a pas une autorité qui est au-dessus de tout ça et qui dit à tout le monde le titre d'argent ça va être ça, et puis pour compléter l'alliage vous allez tous prendre du laiton. Non, là c'est des initiatives qui se sont rejointes. Donc on a cette pratique de l'ajout de laiton plutôt que de cuivre non allié, ce qui était le cas pour les périodes antérieures, à l'occasion des affaiblissements des alliages monétaires à base d'argent. Ça c'est le premier point important sur lequel je souhaite insister. Première remarque que je peux faire, à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé dans la littérature, et en particulier pour ce qui concerne les analyses de monnayage romain, de parallèle d'ajout de laiton dans les alliages monétaires d'argent pour en affaiblir le titre. Ça va être très majoritairement du cuivre non allié, éventuellement avec quelques impuretés. Il y a toujours le problème du plomb, on ne peut pas souvent déterminer s'il provient du traitement métallurgique de l'argent ou de l'ajout d'un alliage de cuivre. C'est un cas particulier, mais en tout cas, on ne trouve pas de traces significatives de zinc, donc il n'y a pas de laiton, occasionnellement du bronze, mais quasiment tout le temps du cuivre non allié. Donc du cuivre sans éléments d'alliage présents de manière significative, donc c'est on va dire du cuivre pur pour simplifier. Donc d'où le titre de ma présentation, de singuliers alliages, parce qu'on se retrouve avec une construction métallurgique dont on a du mal à comprendre le sens, si on n'a pas évidemment l'historique de ces dévaluations. On va avoir des alliages ternaires, où on a, je vais prendre un exemple fictif, où on va avoir peut-être 60% d'argent, 34% de cuivre et 6% de zinc. C'est un alliage ternaire qui n'existe pas dans la documentation métallurgique ancienne. Cuivre-zinc, cuivre-étain, ça existe. Argent-cuivre, ça existe. On a des alliages ternaires avec le cuivre, par exemple l'étain et le plomb, ou des alliages ternaires du cuivre, on en connaît beaucoup. Par contre, l'alliage de cette nature, c'est pas quelque chose qui existe parce qu'il n'y a pas de propriété particulière. Il n'y a pas de raison de mélanger ces trois métaux. Et dans la chimie métallurgique moderne,
pas quelque chose qui a un sens non plus, et en particulier, il n'y a pas de diagramme de phase qui existe. Le diagramme de phase, c'est une représentation graphique qui permet de déterminer des caractéristiques d'alliage de métaux, alors souvent des alliages binaires, ça peut être des alliages ternaires, des choses plus complexes. En tout cas, pour cet alliage-là, on a très peu de documentation, et il n'y a pas de traces qui montrent que c'est un alliage qui a été utilisé pour des propriétés particulières. Avant d'aller plus loin et de discuter des monnaies que j'ai analysées et dont je souhaite vous présenter les résultats, j'ai fait ces diapositives pour présenter quelques éléments de métallurgie d'une manière assez simplifiée. Donc pour les gens qui connaissent déjà bien ça, ça va être franchement simplifié, très schématique. Pour les gens qui sont moins spécialistes, je pense que ça va peut-être permettre de fixer des idées. Donc, première chose que je voulais vous présenter, pour confectionner du bronze, du cuivre, de l'étain, de composés dont on dispose à l'état métallique, on met au four, ça sonne, on a du bronze, bon, on a tout de suite un bel objet, c'est formidable. C'est, entre guillemets, simple à réaliser dès lors qu'on a les deux métaux disponibles. Alors on pourrait se dire, pour le laiton c'est pareil. On a du cuivre métallique, on a du zinc métallique, on met au four et on a notre petit laiton qui est prêt. Bon, et ben dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est pas comme ça que ça pouvait se passer aux époques anciennes et en particulier dans le Moyen-Âge en Europe occidentale pour ce qui nous intéresse. En réalité, pour produire du laiton, cuivre métallique, ça c'est juste, mais on va devoir utiliser non pas du zinc à l'état métallique, mais un minerai de zinc, en général c'est ce qu'on appelle la calamine, que l'on va traiter ensemble par le procédé qu'on appelle la cémentation. Donc la cémentation, c'est un procédé par lequel on va avoir une diffusion solide du minerai de zinc dans le cuivre métallique. Donc pour cela, on va maximiser la surface d'échange entre les deux composés. Donc on va avoir du cuivre sous une forme de petite tôle, le minerai réduit en poudre, et on va mettre tout ça dans un récipient. C'est la petite illustration qui est au-dessus. Et on va chauffer à une température pas très élevée, mais qu'il faut maîtriser relativement bien pendant 8 heures, une dizaine d'heures. Non, ça peut être fait en 2 heures d'après faire. Donc c'est un expérimentateur de cémentation, ce qui n'est pas mon cas. Bref. Et à la fin, on retrouve des petites billes de laiton, et pour les métallurgistes anciens, c'était quelque chose d'assez mystérieux, puisqu'on avait du cuivre rouge qui devenait du cuivre jaune. On avait une transformation de la matière qui n'était pas la confection d'un alliage, comme c'est le cas pour le bronze. Et donc, c'est un procédé qui est relativement complexe et qui nécessite d'avoir ce minerai de zinc disponible pour le réaliser. Donc, c'est un procédé, j'ai mis long et complexe, il n'est peut-être pas si long, et qui nécessite l'usage d'un minerai particulier qui n'est pas disponible évidemment dans tous les territoires de la France actuelle, puisque c'est la zone qui nous intéresse ici. Donc on ne peut pas imaginer que, par exemple, en Normandie, où on va voir qu'on a produit des monnaies qui contenaient de l'argent et du laiton, on n'a pas utilisé du minerai local pour fabriquer du laiton pour l'incorporer aux monnaies. Ça, c'est quelque chose qui est complètement exclu. Un point important aussi à relever, c'est qu'à chaque refonte, pour fabriquer de nouveaux objets ou des monnaies, ou bref, à chaque fois qu'on va refondre un alliage de laiton, on va avoir du zinc, qui est un élément très volatile, qui va partir dans les fumées, et donc d'autres alliages, quand on va les refondre de manière régulière, on va garder la même composition, le même rapport entre les éléments d'alliage pour fabriquer des objets qui vont être différents. Par contre, pour le laiton, on va avoir le zinc qui se volatilise, et puis au fur et à mesure des refontes, sa teneur va diminuer jusqu'à tendre à devenir nulle, et donc on obtiendra du cuivre pur, entre guillemets, à l'issue simplement de refonte, sans avoir fait de modification, sans volonté de modifier chimiquement l'alliage. Donc pour toutes ces raisons, le laiton, c'est un alliage que l'on va qualifier d'alliage à forte valeur ajoutée. Ça, on le sait pour l'époque romaine, par exemple, les monnaies de laiton avaient une valeur supérieure aux monnaies de bronze, par exemple.
équivalent. Et puis une valeur symbolique aussi, puisque c'est un alliage qui a un aspect doré, une ressemblance avec l'or, et donc il y a une double valeur qui est conférée à cet alliage. Donc une fois qu'on a vu ça, on peut se demander pourquoi nos amis monnayeurs du Xe siècle, ils ont utilisé du laiton plutôt que du cuivre pour abaisser le titre de monnaie d'argent. Pourquoi utiliser un alliage qui a une valeur ajoutée nettement plus forte, qui est compliqué à obtenir, et dont un produit de production initiale est précisément le cuivre, plutôt que du cuivre non allié. Donc, un autre point qui découle de cette petite présentation métallurgique, le zinc étant inconnu à l'état métallique aux époques anciennes, si du zinc est mesuré dans des proportions importantes dans un alliage monétaire à base d'argent, d'une part, il y a forcément du cuivre, et ça veut dire que sa présence est due à l'ajout de laiton. On ne peut pas avoir du cuivre et du zinc métallique qui ont été ajoutés à l'argent, ça c'est impossible, puisque le zinc métallique n'existe pas à cette époque. Donc on obtient des alliages ternaires qui ont été obtenus par mélange d'argent et de laiton, et c'est de cette manière que le titre des monnaies a été abaissé à cette période. Alors, je vais, dans la suite de l'exposé, utiliser un petit artifice de calcul pour rendre comparable des choses qui ne le seraient pas si on prenait les valeurs absolues, puisque ce que l'on va souhaiter comparer à certains moments, c'est la composition de l'alliage ajouté à l'argent, et dans des cas où la teneur en argent va être très variable. Donc, pour cette raison, je vais calculer ce que j'ai appelé la teneur en zinc dans un laiton virtuel ajouté, ce qui est évidemment un raccourci parce que l'histoire de la vie des alliages est complexe, est faite de refonte, de recyclage, de mélange, et on n'a pas du laiton qui a été produit précisément pour être mis dans une monnaie à une certaine composition. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais pour vous expliquer de quoi il s'agit, j'ai fait ce petit tableau avec des valeurs qui sont complètement arbitraires. Mais tout ça pour vous montrer que j'ai 4 alliages qui ont des teneurs en argent qui sont différentes. Un premier alliage à 90% d'argent, 75, 60, 40. Donc on va du simple à plus du double en teneur en argent et donc en valeur intrinsèque de l'alliage sur le plan du contenu métallique. Après en valeur d'usage, c'est encore différent. Et puis en complément, on va avoir dans le premier cas 10% de cuivre, 2% de zinc. Si je fais le calcul du ratio entre le zinc sur le zinc et le cuivre ajouté, ça me donne la teneur en zinc dans le laiton ajouté, ça fait 25%. Et puis là, dans cet alliage-là, j'ai aussi 25%. J'ai 25% par contre. Ça, c'est pour vous montrer que si je n'étudie que les teneurs en zinc dans les alliages, là, j'ai l'impression d'en avoir nettement moins que là, j'en doute. En réalité, l'alliage cuivreux ajouté et de même composition dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je fais ce petit calcul pour certains graphiques que je vais vous présenter. Ça permet de rendre comparables ces grandeurs et donc d'identifier les alliages cuivreux ajoutés qui sont de même composition initiale. Donc, j'ai considéré que personne ne connaissait bien la numismatique d'époque carolingienne et féodale. Donc ça en général, ça marche bien, les gens s'en souviennent. Les monnaies carolingiennes, c'est une espèce de monde merveilleux où on sait qui a frappé la monnaie, dans quel atelier, à quelle période, c'est très bien organisé. Les monnaies féodales, c'est un petit peu plus compliqué, en particulier à cause du phénomène des immobilisations que j'ai évoqué. Donc j'ai mis les choses en vis-à-vis pour que ce soit plus facile à mémoriser. Donc pour ce qui concerne les attributions, c'est-à-dire l'attribution à une autorité émettrice, un souverain dans le cas des monnaies carolingiennes, et un comte, un vicomte, un évêque pour les monnaies féodales. Pour les monnaies carolingiennes, on est à un stade de la recherche où c'est très bien connu et on va avoir quelque chose de très assuré. Ce qui va permettre d'avoir des datations relativement précises de monnaies, même dont le contexte de découverte n'est pas connu. Une monnaie de collection dans un musée, par exemple, pour laquelle on n'a aucune information sur son contexte de découverte, même si ce n'est pas en fouille ou dans un trésor,
on sait la dater relativement précisément. Pour les monnaies féodales, du fait du phénomène des immobilisations dont j'ai parlé tout à l'heure, on va avoir des monnaies de même type frappées à des moments très différents, et donc des attributions. Évidemment, le comte de Normandie, le duc de Normandie, pardon, il n'a pas régné pendant 200 ans, même s'il y a certains types qui peuvent avoir été très longs. Donc il y a un renouvellement des autorités qui se fait dans les principautés, mais les types restent les mêmes. Les lieux d'émission pour les monnaies carolingiennes, ils sont connus parce qu'ils sont inscrits sur les monnaies, presque toujours. Je simplifie un petit peu. Pour les monnaies féodales, on peut avoir des cas où, avec ce phénomène d'immobilisation, on va avoir un nom de lieu inscrit sur la monnaie qui va persister, alors que la monnaie n'est plus frappée à cet endroit. Donc ça pose aussi des problèmes de cette nature. Bref, donc tout ça pour dire que le cas des monnaies féodales est vraiment, vraiment complexe à aborder, ce qui fait que, pour un premier exemple, je vais vous parler un petit peu des monnaies carolingiennes du milieu du IXe siècle, pour lesquelles on a ce phénomène du zinc qui apparaît dans un contexte qui est très bien maîtrisé, où on sait dater les monnaies, on sait les attribuer de manière précise. Donc, petit exemple illustratif pour commencer de ce phénomène dans un contexte où voilà, on maîtrise bien les choses. Alors, premier graphique sur lequel j'ai représenté en abscisse les teneurs en argent, donc la valeur intrinsèque de la monnaie, et puis sur cet axe, les teneurs en zinc en ppm. Donc la ppm, c'est une partie par million, c'est-à-dire 1 gramme par tonne, et en conversion, 10 000 ppm, ça fait 1%. Donc, si vous voulez vous fixer la limite des 1%, elle est ici. Et puis là, je vous propose de regarder 4 périodes d'émission de monnaie carolingienne. Donc la première, sous Charlemagne, autour de l'an 800. C'est un type monétaire qui est assez bien connu, assez bien représenté, pour lequel j'ai pu analyser beaucoup de monnaies. Un second type monétaire sous le règne de Louis le Pieux, donc son fils et son héritier, les années 820-840. Et puis les 2 périodes de règne de Charles le Chauve, donc avant et après 864, qui est la date d'une réforme importante des monnaies, mais pas uniquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir de quelle manière ces résultats s'organisent. Donc, on commence par on va regarder l'évolution chronologique. Donc, les monnaies de Charlemagne autour de 800, du début du IXe siècle. Et donc, si on regarde le titre d'argent, on est dans une zone qui est ici, on est autour de 90% au minimum. Il y a quelques points qui sont en dessous, c'est très minoritaire. Et puis au maximum, 95%. C'est relativement bien maîtrisé, 90-95%. On doit être à 93 en moyenne. Et puis les teneurs en zinc, elles sont quasiment toutes en dessous de 1000 ppm, c'est-à-dire 0,1%. C'est des teneurs qui sont basses et qui peuvent s'expliquer par la présence de zinc à l'état de trace dans les minerais d'argent traités. 1000 ppm, c'est à peu près la limite pour considérer qu'il n'y a pas eu d'ajout de zinc de manière exogène, et donc avec de l'alliage cuivreux ajouté. Sous Louis le Pieux, à la fin du règne de Louis le Pieux, puisque cette période d'émission s'arrête en 840, c'est l'année de la mort de cet empereur, on voit qu'on a un certain nombre de données pour lesquelles les résultats sont similaires dans cette même zone, au-dessus de 90% d'argent, et puis des teneurs en zinc qui se recouvrent avec celles de Charlemagne les plus élevées, mais on a aussi une élongation qui se forme avec des teneurs en zinc qui deviennent plus élevées, où là, on peut être à peu près sûr qu'on a du laiton qui a été ajouté. C'est plus possible que ces teneurs en zinc résultent du traitement métallurgique d'un minerai d'argent. Et puis, on a une petite élongation qui se forme dans cette direction-là, où on a des teneurs en argent qui vont être nettement plus faibles, 80, 70, jusqu'à 60%. Elles sont peu nombreuses, mais on a une tendance qui se dessine et qui est largement confirmée par les monnaies de Charles le Chauve entre 840 et 864. Donc là, il y a une petite différence territoriale. À Louis le Pieux, c'est l'ensemble de l'Empire carolingien, donc une grande partie de l'Europe occidentale. On a des monnaies italiennes, on a des monnaies qui sont frappées en Allemagne. Là, Charles le Chauve, c'est la Francie occidentale, donc on s'arrête. On ne conserve que la partie occidentale du territoire carolingien,
de l'Empire carolingien qui précédait. Bref, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vraiment la petite élongation que vous voyez ici pour la fin de l'Égypte, elle est très nettement confirmée par les résultats que l'on a pour les monnaies de Charles le Chauve de la première période entre 840 et 834, avec quasiment toutes les données qui contiennent plus d'1% de zinc. Des titres qui sont de plus en plus bas, on arrive à 40% pour certaines données, et puis des teneurs en zinc qui vont jusqu'à quasiment 10%. C'est des valeurs qui sont vraiment énormes. Si on continue notre petite progression, les monnaies de Charles le Chauve postérieures à cette réforme de 1864, là on voit qu'il s'est passé quelque chose de très important. On le sait à travers l'examen des monnaies, puisque sur le plan typologie, on a une réforme qui est très efficace dans le sens où on a un retour à une uniformisation typologique de l'ensemble des monnaies carolingiennes à ce moment-là. On a une uniformisation métrologique aussi qui est observée, et on voit que sur le plan du titre de la maîtrise des alliages monétaires, c'est aussi un moment important dans l'histoire monétaire carolingienne et même médiévale, parce qu'on a tous ces alliages monétaires-là qui ont été récupérés, refondus, affinés, et on retrouve quelque chose de très similaire au monnayage de Charlemagne, de l'apogée de l'Empire carolingien, avec les titres de l'ordre de 90-95%, et du zinc, alors un petit peu plus, on doit avoir un petit peu des zinc résiduels qui n'existaient pas au début du IXe siècle, mais une fois qu'on a eu cette baisse très nette du titre avec un ajout massif de laiton, une fois qu'on a affiné les alliages, on avait des petites teneurs résiduelles en zinc, probablement, qui ont fait qu'on a, grosso modo, le même nuage que les points de Charlemagne, mais légèrement décalé vers le haut. Voilà, donc ça c'était l'exemple d'époque carolingienne pour lequel on a un début, une histoire, et puis on revient au point de départ dans un contexte que l'on comprend bien sur le plan numismatique et sur le plan historique. Tout ça, ça marche bien, et puis on va regarder maintenant un exemple. Bon, ça c'est avant de passer à l'exemple suivant pour l'époque féodale. Ça c'est la représentation de la teneur de zinc dans le laiton ajouté dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on voit très bien ce phénomène qui est exprimé d'une manière différente, avec quelque chose qui est l'existence de Charlemagne. Ça se développe sous Véhicule. Charles le Chauve, première période, une grande amplitude et une moyenne qui est beaucoup plus élevée, et puis Charles le Chauve, deuxième période, on revient à des niveaux très bas, mais un petit peu plus élevés malgré tout que sous Charlemagne. Je passe. Donc sur les monnaies des 10e, 11e siècle que je vais évoquer maintenant, donc j'ai déjà évoqué l'article de Bonpère-Guérin en 2000, 162 analyses sur 4 principautés. Depuis 2011, au moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, j'ai réalisé quasiment 800 nouvelles analyses. On a bien complété le corpus, parmi lesquels on en a plus de 500 qui sont issus de trésors, ce qui permet de les dater plus ou moins précisément, mais en tout cas de les placer les unes par rapport aux autres, et 289 qui proviennent d'un trésor très important, qui est celui de Fécamp, qui est enfoui vers 980, et dont je dirai quelques mots dans la suite de l'exposé. Donc voilà les principautés que j'ai examinées, les principales. Il y a quelques monnaies qui proviennent d'autres régions, mais voilà, en complément de la Bourgogne, la Champagne, la Picardie qui avait été étudiée par mes prédécesseurs, ben là on va avoir une vision beaucoup plus large de ce qui se passe dans le territoire de la France actuelle. Et le résultat principal, c'est que tous les monnayages examinés, de toutes ces principautés, se comportent de la même manière. En tout cas, on observe le même phénomène de l'apparition des teneurs élevées en zinc pour l'ensemble de ces principautés. Toujours dans les éléments de quantification, bon, j'ai représenté ça sous la forme d'un diagramme, c'est un peu anecdotique, hein, mais j'ai beaucoup travaillé sur la Normandie dans le cadre d'un projet avec un collègue spécialiste de ce monnayage-là. Beaucoup travaillé sur le Poitou aussi, puisque c'est dans cette région que se trouve la mine de Mel, sur laquelle on va revenir un petit peu après. Et puis, c'est aussi lié aux collaborations, aux découvertes monétaires, mais beaucoup sur le Berry, le Limousin, l'Anjou, etc. Et de plus en plus sur l'île de France, à la suite de découvertes de trésors. Donc voilà, ça c'était le projet que j'ai fait avec Jens Christian Mosgaard, qui est un numismate danois, qui a été en
en résidence dans mon laboratoire l'année dernière, qui a fait une étude très fine des monnayages danois, des monnayages normands, pardon, du Xe siècle, et à la suite des analyses, on a pu proposer un nouveau classement et conceptualiser la politique monétaire des ducs de Normandie à cette période, ce qui a donné lieu à un colloque qu'on a organisé au mois d'octobre. Je passe vite là-dessus. Et puis, voilà, l'Orléanais et l'Île-de-France, ça a été motivé par la découverte de trésors. Alors, Maffliers, c'est dans le Val d'Oise, le trésor du Loiret, comme son nom l'indique, on ne sait pas exactement où c'est, mais c'est dans le Loiret, a priori. Bref, l'Orléanais et l'Île-de-France, on a des trésors importants qui ont été découverts et étudiés par des collègues, et on en est au stade où on va réaliser les analyses pour essayer de replacer ces monnayages dans leur contexte précis de fabrication. Bref, tout ça, on le laisse de côté pour aller examiner les monnayages immobilisés au nom de Mel. Mel, je connais bien, Florian aussi, puisque c'est là que se trouve la plateforme d'expérimentation de paléométallurgie où on travaille régulièrement tous les deux. Mais c'est surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le lieu de, disons, les mines d'argent d'époque carolingienne les plus importantes connues dans cet espace. Elles sont à Mel. Il y a peut-être d'autres mines importantes qui ne sont pas connues dans d'autres régions. En tout cas, pour ce qui est connu, c'est Mel qui est le centre le plus important de production métallique, mais aussi de production monétaire, puisque on a une mine, on a des ateliers métallurgiques, et on a frappé des monnaies au nom de cet atelier, qui n'est pas une ville importante s'il n'y a pas le gisement de minerai d'argent. Bref, et donc, ce que je vous propose de regarder ici, c'est ces monnaies immobilisées au nom de Mel. Donc, c'est des monnaies très, très connues, très caractéristiques de la période, avec le nom de Mel sous la forme métallo, on va les voir juste après, pour lesquelles j'ai 5 groupes de monnaies. Le groupe initial, c'est des monnaies carolingiennes dites au monogramme, qui sont de la fin du IXe siècle, qui vont nous servir de repère pour ensuite comparer les autres. Ensuite, des monnaies du début du Xe siècle, que j'ai appelées du nom d'un trésor des Deux-Sèvres, les monnaies du trésor de Fécamp, donc enfouies vers 980-985, que j'ai déjà un petit peu évoqué, le trésor de Chanteloup, dont la datation est assez imprécise dans le XIe siècle, et puis le trésor de Mel, qui est le plus tardif, on est vraiment à la fin de la période, mais qui est daté relativement précisément autour de 1120. Et donc on va regarder de quelle manière, à partir de ces points de repère, là on ne peut pas se permettre de prendre des monnaies au hasard et puis de les analyser, d'essayer de les reclasser, il faut vraiment partir de monnaies qui proviennent de trésors. On va essayer de regarder comment ces données s'organisent. Donc voilà pour l'illustration des monnaies, donc elles sont à peu près toutes pareilles pour leur première face qui est le droit, avec, voilà, ça paraît peut-être un petit peu trop petit pour vous, mais il y a une croix centrale, et puis Carlus Rex FR, Charleroi, des Francs, etc. C'est toujours la même légende, alors que là on est dans le comté de Poitou, et il n'y a plus du tout on va être au fin Xe ou XIe siècle, il n'y a plus du tout de roi Charles qui s'occupe de donner des instructions pour fabriquer ces monnaies, peu importe, on peut imaginer ça comme ça, c'est une monnaie qui inspire confiance, qui a priori est bien utilisée, pour laquelle les utilisateurs, dont les utilisateurs sont demandeurs. Et puis sur l'autre face, on a une petite différence, donc toutes celles-ci, ce sont les monnaies immobilisées à la légende métallo en 2000, MPT à LO. Bon. Alors si cette monnaie-là ne provenait pas d'un trésor du début du XXe et celle-ci d'un trésor du XIe, les spécialistes sont capables de dire qu'en fonction de un petit point, là, telle lettre à telle forme, ils sont capables de les reclasser les unes par rapport aux autres, mais c'est toujours un petit peu incertain. Et puis celle-ci, c'est une monnaie qui porte en son centre le monogramme Carola des rois carolingiens, et qui est différente dans sa typologie, puisque c'est notre point de repère de la fin de la période carolingienne. La même représentation que tout à l'heure, et on va regarder de quelle manière, si j'ai raison de classer ces groupes de manière chronologique de cette manière-là, on va voir de quelle manière la composition des alliages monétaires évolue pour ces monnaies de Mel. Donc les monnaies carolingiennes de la fin du IXe, elles sont plutôt de bon type, 90% d'argent, et puis
des teneurs en zinc qui sont contenues. Alors, on est plutôt au-dessus des 1000 ppm que j'ai fixé tout à l'heure comme limite pour identifier l'ajout de laiton à un moment donné dans la vie de l'alliage. Bon, en tout cas, c'est relativement bien circonscrit et plutôt des alliages de bon argent. Le second groupe, on est au début du Xe siècle. Premier, le monnayage de type immobilisé le plus ancien. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas encore savoir qu'il serait immobilisé aussi longtemps. Et on a à la fois des monnaies qui sont relativement proches de celles au monogramme qui les précèdent, et puis d'autres pour lesquelles le titre va descendre. Sur ce groupe-là, on va être à 75% à peu près en moyenne, et plusieurs milliers de ppm5. Là, on est vraiment assuré qu'il y a eu un ajout de laiton. Le titre est en baisse, mais ça reste relativement bon. En tout cas, ça va être bien pire après. Les monnaies du trésor de Fécamp. Alors là, on en a beaucoup. C'est un groupe qui est assez important. Il faut un biais dans lequel on peut vite tomber quand on fait ce type d'études, c'est de se dire le trésor de Fécamp il est enfoui vers 985, 980 selon les auteurs, peu importe. Donc, en 980, les monnaies de Maine, elles ont cette composition. Il est bien évident que dans ce groupe-là, il y a des monnaies qui ont peut-être 1 an ou 2 ans. Mélissa. Il y a des monnaies qui ont peut-être 1 ou 2 ans, il y en a peut-être qui ont 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans. Bon, dans cet ensemble-là, pour le moment, on est incapable de dire si les monnaies qui sont ici, ce sont les plus anciennes, et les monnaies qui sont là, ce sont les plus récentes, et si on a une évolution qui se fait dans cette direction, c'est-à-dire vers 75% d'argent jusqu'à 50% d'argent, et puis une augmentation assez remarquable des teneurs en zinc. Peut-être que en 972, on a frappé cette monnaie-là et cette monnaie-là, et on avait une variabilité instantanée des alliages monétaires au sein de l'atelier, j'allais dire de Mel, qui frappait au nom de Mel, parce qu'il n'est pas bien localisé. Peut-être que c'était Poitiers à partir d'un certain moment. Bref, je poursuis, parce que le temps passe. Trésor de Chanteloup qui est au XIe siècle. XIe siècle, c'est évidemment très, très imprécis, mais on n'a pas beaucoup de difficulté à préciser la date de son enfouissement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose qui est très comparable avec la grande majorité des monnaies du trésor de Fécamp, qui sont elles de la fin du Xe. Donc on peut supposer qu'entre la fin du Xe et un certain moment dans le XIe, alors on aimerait être plus précis, mais la rigueur scientifique nous interdit d'aller plus loin là-dessus. On a quelque chose qui est très similaire. Si on regarde la suite, alors là on fait un saut au début du XIIe siècle, et là on a quelque chose qui est vraiment différent, puisque l'on a non plus un étalement assez important comme on avait ici, mais un groupe qui est très resserré. Alors on a deux exemplaires qui s'en séparent, on va dire qu'on les laisse de côté, et puis que tout ça forme un ensemble cohérent qui est représentatif de la composition des alliages monétaires au nom de Mel dans les années 1110, 1120, puisque là on a une datation relativement précise de ces pièces, où on va être en moyenne autour de 32-33% d'argent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le titre d'argent est maîtrisé, mais la teneur en zinc aussi elle est maîtrisée. Ce qui veut dire qu'on avait une normalisation précise des deux composants de l'alliage, à la fois de l'argent et du laiton qui a été ajouté. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, c'est très schématique, il manque sans doute des points de repère pour mieux comprendre ce phénomène, mais pour synthétiser un petit peu tout ça, on rajoute des ellipses et des flèches et des dates, et puis on part d'un moment au début du Xe siècle, on a quelque chose qui est notre point de départ de ce phénomène, des monnaies qui sont de bon argent, qui ne connaissent pas ou quasiment pas ce phénomène de la zinc, et puis au fil du Xe siècle, peut-être relativement tôt dans la seconde moitié du Xe siècle, on arrive à un stade où on a encore l'argent qui est majoritaire en masse dans la monnaie, mais où, de manière évidente, c'est du laiton qui a été ajouté dans toutes ces monnaies de Mel. La fin de ce phénomène, c'est difficile de la placer, puisque le trésor de Chanteloup est daté de manière vraiment peu précise, mais ce qu'on sait, c'est qu'entre un moment au XIe siècle et le début du XXe, on a quelque chose qui s'est produit,
qui a fait qu'on a eu une normalisation beaucoup plus forte de ces compositions d'alliage monétaire. Alors, tout ça, c'est évidemment tributaire des découvertes de trésors, et donc peut-être qu'il y a un trésor de monnaie de mêle, contenant des monnaies de mêle, pardon, qui va être découvert prochainement, et daté précisément de 1150, de 2050, et puis là on aura un jalon plus précis qui nous dira si peut-être que ça continue là et ça redescend là, ou alors ça se situe à mi-chemin ici, ou on est déjà là. Là on a une part d'aléatoire dans nos recherches. Si on regarde ces résultats, donc ça c'est exactement les mêmes données, mais avec des modes de représentation différents. L'argent sur le graphique du haut, et puis mon calcul de zinc dans le laiton ajouté en bas, où on voit vraiment ces évolutions parallèles. Le titre LV peu variable devient beaucoup plus variable à ce moment-là, un petit peu moins ensuite, mais nettement en baisse, et puis cette inflexion assez marquée pour arriver au début du deuxième. Et puis la même chose pour les alliages de laiton ajoutés. Au début, c'est pas vraiment de laiton, en tout cas de manière minoritaire, et puis ça devient vraiment visible. Par contre, là, ensuite, on a cette cassure assez marquée pour le début du XIIe siècle. J'en arrive à mes conclusions. Alors, vous voyez, c'est des recherches qui sont... J'ai présenté qu'une seule principauté, c'est des recherches qui sont encore en cours, et pour lesquelles on a encore un certain nombre de questionnements qui ne sont pas résolus. La première chose que je peux dire, après avoir travaillé sur pas mal de principautés différentes et avec des spécialistes qui ont étudié de manière très fine les différences entre les monnaies pour les reclasser les unes par rapport aux autres, c'est qu'on a un phénomène général qui est très clair. Le titre baisse, on a de plus en plus de zinc dans les alliages, mais si on regarde de manière très fine les monnayages successifs d'une même principauté, on se rend compte que c'est plus complexe que ça, qu'on va avoir des variations qui vont se faire de manière ponctuelle, dans le sens contraire du phénomène général. L'importance de la prise en compte des monnaies issues de trésors, ça je l'ai bien dit, mais la date d'enfouissement n'est pas celle de fabrication de chaque exemplaire, et donc il faut essayer de voir si on peut déterminer l'ancienneté de chaque monnaie dans le trésor. Ça devient assez aléatoire. Donc, j'insiste un peu beaucoup là-dessus, mais c'est indispensable de disposer, avant de faire les analyses, de chronotypologie fine, d'étudier des monnaies liées par les points, donc frappées par les mêmes matrices, pour lesquelles on va avoir des informations de contextualisation qui vont être plus importantes que de prendre les monnaies en vrac et les analyser à la chaîne. On ne va pas aller très loin si on travaille comme ça. Et puis, ce qui serait intéressant, alors c'est déjà un petit peu engagé, mais de poursuivre. On a vu pour l'Angleterre, un petit peu pour l'Allemagne, que ce phénomène aussi était connu. Vers le sud du territoire de la France actuelle, j'ai quelques points dans la vallée du Rhône, quelques points vers Toulouse. Ça semble être le cas aussi. Vers le nord, la Flandre, etc., on n'a pas encore de validation du phénomène. En Italie, il y a un point d'interrogation. Et puis, en Al-Andalus, en dessous des Pyrénées, dans le monnayage des principautés des royaumes des taïfas qui se mettent en place à la fin de la période émirale. On sait que les monnaies sont de bas titres d'argent à cette période-là. Quelle est la nature de l'alliage ajouté? Pour le moment, je ne crois pas que ce soit connu, et je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à examiner. Et puis, on se pose la question, j'imagine que vous voulez poser, peut-être, pourquoi est-ce qu'on a ajouté du laiton et pas du cuivre, puisque a priori c'est plus cher. Est-ce que c'est une raison technique? On est à une période où les flancs monétaires, donc les disques sur lesquels les monnaies sont frappées, font moins d'1 millimètre d'épaisseur. Donc si c'est uniquement de l'argent, ça va être relativement fragile, ça va se plier. Alors le cuivre confère un petit peu plus de rigidité à ces alliages. Est-ce que l'ajout de laiton plutôt que de cuivre a un rôle dans ce contexte-là? J'aurais tendance à dire que non, mais je ne suis pas en mesure de le démontrer. Est-ce que c'est esthétique? Certains ont dit qu'on allait ajouter du laiton plutôt que du cuivre, parce que quand on arrive à 40% d'argent et le reste en alliage cuivreux, on va avoir le côté rouge du cuivre qui va davantage ressortir, et qu'en mettant du laiton, ça va rester un aspect blanc, argenté, plus longtemps à mesure qu'on descend. Ça, j'ai commencé à faire un référentiel d'alliage argent-cuivre-zinc, disons martelé, fabriqué selon les mêmes procédés qu'à l'époque médiévale.
je ne suis pas encore au bout et il faudrait faire des tests des comparaisons visuelles et des mesures de couleur pour examiner ça. Là non plus, je ne suis pas en mesure de répondre à la question, mais c'est un point que je vais examiner. Et puis la raison que j'ai appelée économique, peut-être d'une manière un petit peu simpliste, mais on voit de quoi on parle, donc d'opportunisme ou de disponibilité relative du cuivre et de ses différents alliages. Certains ont parlé de découverte de monnaie romaine en laiton très abondante, qui aurait été utilisée pour la fabrication monétaire. Donc il faut imaginer que dans le Limousin, en Normandie, en Orléanais, au début du Xe siècle, on a trouvé subitement plein de trésors de monnaie romaine en laiton, et qu'on s'est dit qu'on allait les utiliser pour la fabrication monétaire. C'est assez peu probable. On sait qu'on a retrouvé des monnaies romaines à cette époque-là, mais je ne pense pas de manière massive, de manière à justifier cette utilisation en fabrication monétaire. Est-ce qu'on a une production massive de laiton au 9e, 10e, 11e siècle? Tout ce que l'on connaît, c'est plus tardif. Est-ce que ça existait et on n'en a pas trouvé les traces? C'est possible, en tout cas on ne peut pas l'exclure. Après, on peut aussi examiner d'autres choses. Et donc là, j'ai engagé des analyses avec une collègue pour étudier du matériel archéologique issu de fouilles, et donc du matériel en alliage cuivreux provenant de contextes datés du 9e, 10e, 11e siècle, pour voir quels sont les alliages qui circulent à cette période-là. Donc là, on a fait les premières analyses il n'y a pas très longtemps. On a un petit peu de laiton, on a pas mal de bronze, on a très peu d'alliages qui contiennent du plomb, ça c'est intéressant. Bref, donc c'est une démarche qui est à peine entamée et qui nous donnera peut-être des éléments de réflexion pour la compréhension de ce phénomène un peu mystérieux de l'ajout de laiton dans les alliages monétaires. Bien évidemment, si vous avez des pistes de réflexion sur cette question, je suis prêt à les examiner en votre compagnie. J'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention.